priori, on a tous connu ça, un collègue ou une collègue difficile, sans forcément savoir si c'était pas nous, plutôt la personne qui posait problème. C'est un sujet de subjectivité, mais un sujet omniprésent dans quasiment toutes les entreprises. Comment travailler, comment manager ou comment se faire même manager par une personnalité difficile. Et on va en parler aujourd'hui avec mes intervenants. Émilie Méridienne, bonjour. Bonjour Nicolas. Avocate en droit social, habituée des antennes de Bismart, notamment de la séquence Smart et Réglo sur nos réseaux sociaux. Vous allez nous donner des éclairages juridiques parce qu'il y aura besoin parfois de remettre un peu l'église au centre du village sur un tel sujet. Jean-François Vier, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est une première pour vous dans Smart Job, co-dirigeant de Trajective. Trajective, c'est une entreprise de coaching, c'est ça? Donc d'accompagnement surtout des dirigeants, des managers. Et de leurs équipes. Et avec nous, Frédéric Ledien. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint, management de transition, ancien DRH chez Grant Alexander. Donc vous, votre travail, c'est surtout aller recruter des personnalités de haut niveau, de management, top management même, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et Caroline de Senneville, comme tous les vendredis. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas. Donc journaliste, décideur RH. Alors on va peut-être commencer par poser les bases du sujet. Caroline, c'est peut-être vous qui allez répondre. Quand on parle de personnalité difficile, on parle de quoi au travail? Il y a deux aspects si on veut aller vers les sujets de comportement toxique. Il y a la personne qui est ouvertement toxique, qui a tendance à rabaisser les autres, change d'humeur de manière très rapide, voilà, dans le dénigrement, s'approprie aussi le travail des autres ou n'assume pas ses erreurs. Et puis il y a des personnalités où c'est des comportements plus insidieux, où on s'appuie sur les faiblesses des autres pour tourner la situation à son avantage. Et peut-être un petit chiffre, 8 personnes sur 10 estiment avoir au moins un collaborateur qui peut être considéré comme toxique dans son entourage professionnel. Ça montre bien que c'est un sujet qui est, on va dire, universel, qui touche tout le monde. Émilie Méridienne, que dit le Code du travail? Est-ce que être méchant, est-ce que être désagréable, ça peut être une faute qui peut mener à un licenciement ou même à un avertissement? Alors le Code du travail est muet, ne définit pas les personnalités difficiles, ni les personnalités toxiques. Donc même le niveau au-dessus. Il n'y a pas de définition. On a évidemment dans le Code du travail une obligation de loyauté, donc qui emporte l'obligation de se comporter d'une certaine manière envers son entreprise et donc les collaborateurs qui la composent. Mais c'est surtout la jurisprudence qui est venue délimiter les contours de ces notions qui sont, comme vous le disiez en introduction, très subjectives, qui reposent sur souvent la perception, le ressenti des personnes qui sont destinataires des comportements ou propos de ces personnalités dites difficiles. Parfois, le constat est partagé par plusieurs personnes, mais parfois, c'est vraiment un constat singulier. Donc, c'est du cas par cas dans la jurisprudence. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Maître Émilie Méridienne. Monsieur Vier, Jean-François, constat partagé par plusieurs personnes, qu'une personne, un collègue serait difficile. Est-ce que ça suffirait à en conclure que cette personne est forcément une personnalité difficile et une personnalité à problème? Parce que là, on touche du doigt un point, c'est sujet subjectif. Donc, on pourrait être tenté de se dire, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont d'accord contre une, l'affaire est pliée. Est-ce que c'est aussi simple? Non, en fait, c'est pas aussi simple, puisque l'enjeu de la personne difficile, c'est qu'elle est difficile dans sa relation. Et en fait, on a un enjeu clé qui va être un enjeu d'appeler à la responsabilité chacun. La personne, je vis du difficile avec une personne, c'est plutôt ça qu'on devrait dire. C'est les relations qui sont difficiles. La relation est difficile et elle me fait vivre peut-être quelque chose qui est très très compliqué pour moi, voire jusqu'à avoir une perception d'être toxique. Voilà, mais on peut rentrer aussi dans une dynamique un petit peu de bouc émissaire. On peut rentrer dans une dynamique où finalement c'est bien facile de rejeter la faute sur quelqu'un plutôt que d'accepter de se changer soi-même, voire de se responsabiliser. Donc c'est cet enjeu en fait de la dynamique d'équipe souvent qui est à travailler. Une personnalité, elle n'est jamais difficile dans l'absolu. Elle est difficile dans un environnement, dans un contexte. Et le contexte d'aujourd'hui le rend activé. J'ai presque envie de dire, Frédéric Ledien, là, c'est qu'on ouvre un tiroir et on se dit l'entreprise est quand même très politique. Et là, la personnalité difficile, on pourrait presque entendre que des fois, c'est parce qu'elle ne sait pas s'imposer ou elle ne sait pas s'intégrer dans un collectif. Et donc, elle devient, entre guillemets, étiquetée difficile. Mais donc, on peut facilement cataloguer de difficile une personne en fait, qui a plus des problèmes d'intégration dans une équipe. Oui, le sujet de l'intégration, c'est un sujet majeur en recrutement. Nous, en tant que groupe de conseil RH, une des particularités ou des attentes du client, c'est de dire à quel moment le candidat qui sera présenté, finalement, va s'intégrer convenablement dans l'organisation, être en interaction aussi bien avec la personne avec laquelle sont N+1 ou avec les membres de l'équipe. Donc, dans cette approche, finalement,
le client attend de nous une expertise pour identifier ces comportements susceptibles de générer des difficultés à terme au sein de son organisation. Et d'ailleurs, dans votre travail, vous menez beaucoup d'entretiens notamment, peut-être que vous leur donnez aussi des exercices pratiques, je ne sais pas, mais comment vous arrivez à essayer de détecter tout ça, les signaux qui peuvent indiquer, tiens, cette personne-là, attention, elle n'est peut-être pas adaptée pour ce contexte-là? En fait, il y a un travail déjà de compréhension finalement de la culture de l'entreprise. Et donc, dans l'approche qui consiste à bien appréhender cette dimension, à bien comprendre aussi les attendus du manager et du fonctionnement ou du mode de fonctionnement de l'équipe. C'est pour ça qu'on aborde aussi les routines managériales, voir un petit peu comment les choses se mettent en place au quotidien dans l'organisation. Et ensuite, de s'assurer à travers des outils qui sont des outils psychométriques, d'ordre sur lesquels on raisonne sur de grands nombres de candidats, derrière pouvoir en dégager ce que nous on appelle des dérailleurs ou des drivers pour les amener finalement à identifier auprès du client en amont, dans la présentation de ce candidat, les situations susceptibles de générer des comportements dits difficiles ou déviants. De toute façon, il y a toujours, j'imagine, dans le process de recrutement, une étape où le client va être amené à interagir avec le candidat potentiel. Et vous briefez peut-être votre client pour être attentif à certains signaux, c'est ça? Exactement. En amont, on va lui fournir finalement une analyse assez détaillée de ces éléments de personnalité. Et derrière, s'assurer que pendant l'entretien, peut-être pas nécessairement le premier d'ailleurs, mais parce que généralement les processus se déroulent sur plusieurs entretiens, y compris avec, dans certains cas, les membres de l'équipe, pour aller justement chercher le candidat sur ces situations à risque, de manière à pouvoir les détecter et à minima, pendant un échange qui bien souvent se résume à 1 heure et demie d'entretien, pouvoir être en capacité de les identifier en amont. Ça, c'est un enjeu très fort. Caroline, je me tourne vers vous parce que un recrutement raté ou une adaptation, une intégration ratée, une personnalité qui devient difficile, entre guillemets, ça peut entraîner de fil en aiguille des conséquences plus larges et des risques psychosociaux qui s'accentuent puisque forcément, il y a des gens qui vont souffrir, pas forcément d'ailleurs la personnalité difficile. Oui, le cabinet de prévention des risques psychosociaux Empreinte Humaine réalise régulièrement des baromètres et pour son baromètre 2025, il est apparu que 26% des salariés qui sont confrontés à un collaborateur dit toxique changent de poste dans les 6 mois et 12% quittent totalement leur entreprise. Oui, donc se sentent obligés de changer de carrière. Émilie Merijen, l'entreprise, à quel moment, à quel niveau elle devient légalement responsable de la personnalité difficile? Et je mets toujours des guillemets puisque c'est très subjectif, mais de ce que je comprenais dans votre première réponse, c'est que c'est pas tant la personnalité qui compte que plutôt ce qu'elle fait. Exactement. Et donc l'entreprise, à quel moment c'est elle qui doit agir? Il y a 2 types de responsabilités lorsqu'on est dans des agissements, des propos, des comportements qui peuvent être qualifiés de harcèlement moral. L'employeur a évidemment une obligation de prévention et de traitement, y compris en passant par des sanctions disciplinaires. Les enquêtes, les sanctions. Exactement, à l'encontre d'une personne qui aurait eu des comportements caractérisant un harcèlement moral ou sexuel. Néanmoins, la qualification juridique du harcèlement moral n'est pas une obligation pour venir chercher la responsabilité de l'entreprise et l'obliger à agir. La jurisprudence est allée sur le terrain d'un management brutal, par exemple, d'un management ou de comportement dit nocif vis-à-vis des équipes. Et ça va relever plus généralement de ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de tous ses collaborateurs. Et c'est une obligation de sécurité, on en a déjà parlé ici, qui à l'origine concernait essentiellement la santé physique des travailleurs, mais depuis une vingtaine d'années, concerne aussi la santé mentale. Donc la prévention de la santé mentale et le traitement des situations qui génèrent de la souffrance mentale pour les collaborateurs fait partie intégrante des responsabilités de l'entreprise. Alors on va rentrer peut-être dans un point clé du sujet, c'est que c'est souvent les managers ou les gens qui ont des responsabilités qui bénéficient du lien de subordination qui sont potentiellement qualifiés de difficiles à cause ou grâce à ce lien de subordination. Vous, Jean-François Vier, dans votre accompagnement, est-ce qu'il y a des tiroirs, des activités pour essayer d'aider ces managers, ces dirigeants à ne pas être difficiles, à ne pas être toxiques et à avoir un management peut-être moins brutal parce que, mine de rien, c'est quand même utile pour l'entreprise d'avoir des gens qui se sentent bien. Clairement, aujourd'hui, en fait, avec l'incertitude dans laquelle on vit, on va pas se lancer dans les poncifs, mais vraiment, en fait, toute l'anxiété, on sent que l'anxiété générale monte, et en fait, donc l'environnement dans lequel on vit,
y compris des modèles de leadership qu'on peut voir dans certains pays ou autres, avec des modèles assez brutaux, des retours du masculinisme, etc., pourraient donner des autorisations à certains. Et donc, en fait, l'enjeu, vraiment, c'est d'aller questionner son style de management, questionner sa pratique, parce qu'il faut voir que les personnalités difficiles, on a utilisé à plusieurs reprises le terme de toxique ou autre, c'est aussi souvent des hauts potentiels. C'est en général des gens performants. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on vit avec le monde de l'entreprise, c'est plutôt, avec la recherche de performance, on est plutôt sur une dynamique où on cherche à faire une course de Formule 1 avec les meilleurs pilotes, les meilleures voitures, mais on veut la faire en relais pour tenir compte de toutes les parties prenantes. Et en plus, on le fait par temps imprévisible. Et donc là, c'est vraiment très compliqué. Et donc ça va activer les gens. Et pour répondre directement à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça, l'enjeu, en fait, déjà, c'est d'aider les gens à se comprendre eux-mêmes. Parce que ces personnalités-là, souvent, elles sont hyper rapides, elles ont un intense besoin d'équité, de justice, elles vont être très sensibles, elles vont pensent pas être difficiles. Et elles pensent pas être difficiles. Et effectivement, elles sont très compétentes, elles apportent plein de choses. Et donc l'idée déjà de les aider à se comprendre elles-mêmes, d'aider l'environnement à comprendre qui elles sont et comment elles fonctionnent. Vous le disiez tout à l'heure, ça peut être éventuellement avec des tests d'équipe, ça peut être avec organiser des conversations au sein de l'équipe. Du team building aussi, ça c'est censé servir à ça. Voilà, alors au-delà, le team building est une première étape. Nous, on n'aime pas trop, on préfère faire du team coaching, c'est-à-dire prendre sur la durée. Puisqu'en fait, l'enjeu, c'est de voir la personne pas dans une salle de réunion en faisant une activité sympa, c'est de la voir vraiment au boulot. Dans son quotidien. Dans son quotidien, en tant que leader et producteur de valeur ajoutée. Et donc, l'enjeu, c'est d'exposer les gens à ça, de les aider à se responsabiliser, les aider à poser leurs besoins, les aider à clarifier ce qui est difficile pour eux et ce qui ne l'est pas, leur donner les mots. Vous voyez, tout ça qui va permettre en fait à chacun de se responsabiliser, de devenir acteur et auteur de la relation. Frédéric Ledien, là, quand on écoute Jean-François Vier, on sent que la première réaction, il est urgent de ne pas sanctionner la personnalité difficile. Quand on constate que quelque part, il y a une relation difficile, des complications, c'est quoi les premières bonnes questions à se poser pour essayer de déminer ? À mon sens, c'est là que le rôle de la fonction ressources humaines prend aussi toute sa dimension. C'est de dire, finalement, la réponse, elle est souvent plurielle. Elle n'est pas uniquement chez le manager, elle n'est pas uniquement chez le collaborateur. Il y a cette interaction, il y a aussi les membres de l'équipe, et puis il y a le cadre posé par l'entreprise. Toute la structure d'entreprise au-dessus. Voilà, donc c'est pas immédiatement, on va dire, sortir un arsenal juridique pour aller sanctionner ou derrière déclencher une phase de coaching pour améliorer, j'allais dire, radicalement la situation dans un temps court. En fait, c'est des choses qui se posent aussi avec le temps. Alors après, ça dépend du type de comportement. On sait qu'il y a des comportements sanctionnables et sur la base du Code du travail, c'est assez rapide. Voilà. Mais après, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles et pour lesquelles il faut travailler aussi dans la durée. Et cette phase, je pense que c'est les managers, principalement eux, qui sont la cheville ouvrière de ces modifications dans le temps. Et c'est davantage auprès de ces acteurs-là dans l'entreprise qu'il faut concentrer son action. Parce que derrière, on sait bien qu'un manager qui va bien, c'est une équipe qui va bien. Et alors même que toutes les études montrent que les managers se sentent isolés, que certains se plaignent de ne pas être assez formés. Donc voilà, c'est un maillon indispensable qui est parfois un peu délaissé. Et dans les organisations aujourd'hui, avec la montée d'un certain nombre d'outils, finalement, on a peut-être tendance un peu à avoir une organisation un peu plus horizontale que verticale. Et donc, ça rend encore un petit peu plus difficile, finalement, le positionnement des managers qui, dans cette équation, trouvent plus complètement leur positionnement. Dans ce que vous évoquez, il y a une notion qui est importante, c'est que c'est parfois aussi la culture globale de l'entreprise qui peut créer ce contexte. Tout à l'heure, on parlait de gens, de personnalités difficiles qui sont aussi performantes. On parlait de masculinité, mais c'est pas forcément que des hommes qui portent la masculinité toxique parfois. L'idée de performance, d'être un winner et donc concurrent finalement de ses collègues, ça peut être le cas dans certaines entreprises. Est-ce que ça vous arrive dans le cadre de votre travail, peut-être de dire à vos clients, attention, mais là, dans votre pratique, le problème, c'est pas tant le candidat que la culture que vous instaurez qui peut poser problème parce que c'est une culture qui crée de la confrontation, en fait. Il y aura forcément des accrochages. Oui, alors c'est là où je reviens à la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en avant en termes de valeurs
et de pratiques au quotidien qui vont quelque part un peu, j'allais dire, promouvoir ce type de comportement, franchir des lignes blanches ou des lignes rouges. Et donc, par définition, c'est important, c'est pour ça que je te parlais du travail en amont, d'identifier ces marqueurs de la culture et les partager aussi avec le candidat. Parce que l'idée, c'est de ne pas aller vers un résultat qui soit insatisfaisant et que le candidat se sente d'emblée dans une situation, excusez-moi, de chose-trappe, alors même que derrière, il avait l'ambition de prendre de nouvelles responsabilités, de découvrir un nouveau secteur d'activité. Donc il faut qu'on soit vigilant. Et puis, en miroir, vis-à-vis du client, c'est de lui dire, attendez, si on a déjà une situation où vous avez connu un fort turnover sur ce type de poste, finalement, analysons ensemble quels sont les paramètres qui ont conduit à cette situation et derrière, essayons d'y remédier. Donc, on a effectivement des outils pour accompagner, que ce soit à titre individuel ou collectif, ce genre de problématique. Alors, j'aimerais pas qu'on donne l'idée que la personnalité difficile ou la personnalité toxique soit forcément le ou la chef, parce que c'est pas toujours le cas, et notamment dans le cas où ce serait l'un des subordonnés qui serait compliqué pour X ou Y raison. Émilie Merigen, un manager ou un patron face à une personnalité très difficile, on va rajouter le trait, il y a quoi comme arme, comme outil pour pouvoir réimposer certaines règles, réimposer un certain cadre? Alors ça arrive plus souvent qu'on l'imagine dans la pratique, d'avoir dans des équipes des personnalités difficiles à gérer par les managers, et on a même parfois des situations de harcèlement dit ascendant, c'est-à-dire des managers qui s'estiment harcelés par un de leurs collaborateurs. Et il y a un pont qui est assez fréquent dans ces situations, c'est pas une règle absolue, mais entre le niveau de performance et souvent la sous-performance, et la manière dont le collaborateur va se manifester à l'égard de son manager, en refusant l'autorité, en refusant le feedback, en refusant de se remettre en question, va lui-même peut-être se considérer comme harcelé, alors qu'en réalité, il est simplement dans un lien hiérarchique qu'il n'assume pas. Qu'il refuse. Exactement, qu'il refuse. Et sans, encore une fois, faire de généralité, avec les plus jeunes générations, et une forme de tolérance à la frustration moindre, on va dire, que par rapport à la génération du dessus, c'est aussi des situations qui se développent. C'est-à-dire de voir vraiment des personnes rétives à l'autorité et qui vont devenir difficiles à manager pour le lien... Dans les conseils de prud'homme, vous constatez une recrudescence des cas de harcèlement ascendant des Gen Z envers leurs managers? En l'occurrence, je suis aussi conseiller prud'homal, et c'est vrai que sur ces 12 derniers mois, j'ai vu plusieurs cas dans lesquels des managers s'estimaient harcelés par leurs subordonnés, et ça peut être sanctionné au même titre qu'on a des obligations en termes de livrables et de production technique, on va dire. En tant que salarié, on a aussi des obligations en termes de savoir-être, et donc la manière dont on se comporte vis-à-vis de ses latéraux, mais aussi de sa hiérarchie, peut être sanctionnée si elle ne correspond pas aux standards de respect, de loyauté, d'intégrité, etc. Donc ça peut être appréhendé et sanctionné par ça peut être un licenciement. Une cause de justification de licenciement. C'est l'insubordination, je crois, le terme clé. Alors ça peut être de l'insubordination, ça peut être des abus dans la liberté d'expression, une manière de s'exprimer qui n'est pas compatible avec l'environnement de l'entreprise ou ses valeurs. Ça peut être parfois des agressions physiques ou verbales. Enfin voilà, on peut exprimer sa personnalité difficile de plein de manières. L'humain est créatif. De manière plus ou moins extrême. Exactement. On va bientôt s'arrêter là puisque le sujet est passionnant, mais le temps lui est limité. Jean-François Vier, imaginons un cas où vous avez compris en fait que c'était vous qui étiez dans l'erreur, ou enfin un de vos clients par exemple que vous accompagnez a compris que c'était lui qui avait un comportement à problème, et la personne peut-être qu'elle est de bonne volonté et a envie de changer. C'est quoi la première étape quand on a été difficile et qu'on veut apprendre à redevenir un collègue appréciable, apprécié et vivable au quotidien? La première étape, je dirais, c'est déjà la prise de conscience. Pour moi, on a fait déjà 60%, 70% du chemin. L'enjeu, après, c'est d'arriver à clarifier ses besoins et à les dire. On parlait des jeunes générations. Un des vrais enjeux aujourd'hui dans la dynamique de l'entreprise, c'est d'être capable de poser ses besoins sans exiger, mais sans se défausser. Et calmement. Et donc voilà. Donc déjà, c'est d'aider la personne, en fait, à dire, OK, mais qu'est-ce qui est important pour toi? De quoi tu as besoin? Comment tu vas pouvoir le demander aux autres? De quoi les autres? Qu'est-ce que tu projettes sur les autres comme besoin? Comment tu vas leur demander leurs besoins? Vous voyez, donc c'est vraiment... nous, on est vraiment sur le coaching du lien. Et voilà, c'est apprendre en fait à non seulement à être empathique, c'est-à-dire dans le ressenti, mais en plus à trouver les mots pour le dire et à développer sa responsabilité dans ce dont on a besoin.
Il est urgent de rester calme et d'écouter les autres. On va dire ça comme ça pour conclure cette émission. Jean-François Vier, co-dirigeant Trajective, merci beaucoup d'être venu. Frédéric Ledien, directeur général adjoint, management de transition chez Grant Alexander. C'était une première aussi dans ce job. Merci encore. Émilie Merigen, on se revoit bientôt forcément sur les antennes de Bismart. Caroline, semaine prochaine, forcément. Ce sera Arnaud Ardouin d'ailleurs qui sera de retour, le taulier. J'en profite pour remercier Émilie et Léa qui étaient à l'édition en régie, Charles à la réalisation, Alexis au son. Comme je le disais, le taulier Arnaud Ardouin est de retour la semaine prochaine. D'ici là, continuez à nous regarder sur la télé et aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt.